Sur le luxe, si on n'est pas capable de faire rêver, si on n'est pas capable d'être désirable, on ne pourra pas durer, on ne pourra pas marcher. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Backstage. Cette semaine, je rencontre Guillaume Ruet de Bernadac qui a créé il y a quelques années Académie de Bernadac et qui donne des cours d'étiquette aux Chinois. Alors, dans ce podcast, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment on a eu l'idée et comment on fait. Avec Guillaume, c'était hyper intéressant de comprendre d'où ça venait, il va nous raconter un petit peu son histoire, mais surtout aussi comment il se développe en Chine, puisqu'il touche un marché socialement un petit peu plus aisé, on va dire, en Chine, qui est souvent très difficile d'accès pour les étrangers. Donc il va nous expliquer comment il s'organise, comment il fait, et puis finalement, qu'est-ce que les Chinois aiment apprendre dans ces cours d'étiquette. Je vous laisse écouter tout ça. C'est qu'aujourd'hui, tu es en train de rentrer dans un marché qui est quand même normalement extrêmement fermé pour des gens comme nous, des étrangers. Tu n'as pas non plus 10 ans de Chine, tu n'as pas 50 ans avec des connexions de partout. Donc en fait, c'est aussi ça qu'on va essayer de comprendre, c'est comment tu fais aujourd'hui au niveau de ton business, comment tu fais pour trouver des nouveaux clients, comment tu t'organises. Tu es un jeune entrepreneur, même si tu as une expérience qui était très produit, aujourd'hui tu dois tout faire. Tu dois faire la communication, le management, la gestion, la vente, l'administratif, j'imagine aussi. Et donc on va essayer de rentrer un petit peu là-dedans. Très bien. Comment est-ce que tu veux qu'on t'appelle? Guillaume Ruet de Bernadac? Ou est-ce que c'est juste Guillaume Ruet? Ou comment tu veux? Alors mon nom complet, tu viens de le dire, voilà, il y a 4 wagons. Guillaume, ça suffira. Guillaume, ça suffit, d'accord. Eh ben, merci beaucoup Guillaume d'avoir répondu à l'invitation. Donc on est sur Backstage, le podcast pour les entrepreneurs. On essaye de comprendre en fait comment les gens donc ont eu l'idée ou ont eu l'idée de lancer dans un projet, de se lancer dans un projet qui peut être entrepreneurial, artistique, culturel. Et le profil que tu avais m'intéressait énormément, comme je te le disais tout à l'heure, à savoir finalement comment est-ce que tu arrives en Chine, comment tu t'es lancé dans ce projet avec l'Académie de Bernadac, c'est ça? Ou Académie Bernadac? De Bernadac. De Bernadac, donc on garde les particules. Et donc explique-moi un petit peu comment tu arrives en Chine, déjà comment tu arrives en Chine et comment tu as eu l'idée de lancer cette académie. Alors la Chine pour moi ça a été et ça reste encore un choix de tête. Ouais. Avant ça n'a pas été un choix de cœur. Ce n'est pas ça s'est passé en fait au cours de mes études. Alors moi au départ je me destinais à faire du marketing plutôt en cosmétique de luxe. Et donc j'ai fait prépa HEC, une école de commerce, j'ai fait Audencia à Nantes. Et donc dans mes premiers stages, donc j'avais été notamment dans la division luxe de L'Oréal. Et donc ça m'avait beaucoup plu, plu, tout se passait très bien. Et en fin de stage, on me dit mais on est très content de toi, on te garderait bien. Je devais terminer mes études. D'accord. Et pour terminer mes études, il me restait notamment un échange à l'étranger à faire. Donc c'était la fameuse époque où la Chine avait 15% de croissance, où c'était la cata en Europe, où le groupe L'Oréal était maintenu à flot, en grande partie par l'Asie, notamment par la Chine. Donc on me dit, écoute, ce serait très bien si tu pouvais aller en Chine. Ah d'accord, donc en fait on t'a déjà proposé la Chine et tu t'es dit oui, pourquoi pas. Alors pas quelque chose. C'est pas eux qui m'ont proposé, ils m'ont dit si tu peux faire ton échange universitaire, si éventuellement tu peux aller y amener, ce sera bien, mais c'était pas déjà ça, je n'étais pas sûr de pouvoir être embauché et ça n'engageait à rien. C'était un conseil sur le coin de table. Donc effectivement. T'avais jamais voyagé en Chine? J'avais jamais voyagé en Asie, c'était vraiment la première fois. J'avais juste vu sur Facebook des amis de promo qui y étaient, ça avait l'air effectivement. Puis c'était dans l'air du temps. Ouais, c'était dans l'air du temps. Bon, toi, tu étais déjà en Chine, toi, oui. Mais depuis l'Europe, on sentait qu'il y avait. Alors, c'est peut-être un peu grandiloquent ce que je veux dire, mais qu'il y avait un peu quelque part, un peu de la marche du monde qui se passait là-bas. Ouais. Voilà, donc oui, la curiosité m'a frappé. Et surtout dans le luxe, c'était beaucoup dans le luxe. Et aujourd'hui, à cette époque-là, peut-être un peu moins maintenant, mais à cette époque-là, en tout cas, les relais de croissance pour ces marchés-là étaient définitivement de toute façon sur la Chine. Ah oui, c'était vu comme l'Eldorado. Tout à fait. Oui. Sûr. Donc j'ai fait plusieurs choix d'université. J'ai eu Shanghai, j'ai eu Tongji. Donc j'ai passé un semestre là-bas. C'est peu dire que ça a été un choc au départ.
Quand on me demande est-ce que tu aimes Shanghai, je réponds toujours que j'ai appris à aimer. Ouais. Ça n'a pas été love at first sight. Ouais. Je suis arrivé en plein hiver. Le jour de mon arrivée, c'est la seule et unique fois où j'ai vu de la neige à Shanghai, où il neigeait. Donc c'était en plein mois de février, après le Nouvel An chinois. C'est bien froid. Voilà, c'était l'époque c'était encore très pollué, où il n'y avait pas encore les mesures. Ça commençait à faire les gros titres en Europe, donc ils n'avaient pas encore trop pris de mesures pour réduire ça. Et j'ai été surtout frappé de voir la différence de comportement des gens. Donc rentrer en France, j'en parlais autour de moi, notamment tu l'as mentionné, ma grand-mère. Alors elle est née au Maroc, où son père, et aussi, je le mentionne moins en ligne, mais c'est aussi la réalité, mon arrière-grand-oncle, donc son propre oncle, était enseignant à la cour. Donc ils avaient, c'était les tuteurs à l'ancienne, ils avaient plusieurs enfants, d'abord ils n'avaient pas qu'un, ils faisaient le français, les maths, le sport, mais aussi savoir bien se tenir, être poli, voilà. Et elle me disait, mais tu sais, je me rappelle à l'époque, les enfants de mon âge, les adolescents notamment, mais ils avaient beaucoup de questions sur, après, quand ils allaient étudier à Paris, comment ils allaient se comporter, comment on allait se faire des amis, comment on allait se vêtir, comment on allait... Ils étaient sensibles à ça. Ils se posaient la question, c'était un monde qui était un peu... Ils voyaient les Français qui étaient différents, bien sûr, donc la question venait. Et très naturellement, on s'est dit, oui, mais ça doit être pareil pour... en Chine, la Chine est un pays qui s'ouvre au monde, qui va probablement s'élancer vers le monde. Il devrait y avoir probablement ce même genre de besoin. Voilà. Donc sur le moment, j'étais pas prêt à repartir. Donc je suis resté quelques années à Paris. Puis ça me trottait dans ma tête quand même. Ça revenait, je le mûrissais. Et puis il y a 5 ans de ça déjà, début 2013, je me suis dit on se lance. Et voilà, ça m'a pris 1 an environ de préparation, un peu de faire une étude de marché, de voir un peu comment ça allait être réalisable. Donc tu es revenu en ayant vraiment l'idée, cette fois je reviens en Chine et je lance l'académie. Voilà, exactement. Là, le retour. Alors 2013, j'ai passé les 6 premiers mois de l'année à faire mon étude de marché, j'ai interrogé beaucoup de gens à Paris, en France en général, mais surtout à Paris, qui avaient été en Chine, qui avaient été expats en Chine, sur leurs habitudes de travail chinois, les difficultés qu'ils avaient rencontrées, et puis très prosaïquement, en tant que cadre, ancien cadre en Chine, est-ce que vous auriez, oui ou non, pu acheter des formations, ce type de formation? Je me suis même déplacé à l'été 2013, je suis même revenu à Shanghai sur 2-3 semaines pour redater le terrain. Donc j'avais rencontré Business France, qui était UbiFrance à l'époque, Business France aujourd'hui. J'avais rencontré des gens de la CCI, j'avais rencontré la JCEF, l'actuelle EGF, et d'autres entrepreneurs que j'avais interviewés. J'en avais résulté que oui, il y avait un marché, il y avait sûrement des choses à faire, que c'était balbutiant. J'avais fait mon étude de marché, j'avais vu que des écoles d'étiquette, il y en avait bien sûr en Europe ou aux États-Unis, énormément aux États-Unis d'ailleurs. Et en Asie, j'en avais pas trouvé. J'en avais trouvé qui s'étaient lancés dans les années 2000, mais qui n'avaient pas perduré. Par exemple, alors très révélateur, en 2003, il y a l'entrepreneuse sino-américaine Yu Tsai, je ne sais pas si je prononce bien, qui a créé une marque cosmétique qui est très célèbre. Voilà. Elle avait dit dans une interview, je suis très enthousiaste du développement de la Chine, de voir ce qui se passe, et je suis très optimiste sur l'avenir. Maintenant, j'aimerais que mes compatriotes se comportent mieux, notamment quand ils vont à l'étranger, mais je pense qu'ils ne sont pas prêts et qu'il leur faudra encore 10 ou 15 ans pour commencer à réaliser. Et c'était en 2003. Et on y était en plein dedans. Donc voilà, donc je suis revenu, oui, effectivement, pour lancer ça. D'accord, donc alors ça c'est aussi un point qui est important, et qui revient assez régulièrement dans les différents entretiens que j'ai déjà fait pour ce podcast. C'est clairement que tu as identifié un besoin, tu as validé ce besoin-là, d'accord? C'est-à-dire que tu as identifié qu'il y avait des sociétés potentiellement, ou même des individuels qui disaient, en effet, moi je serais très intéressé pour pouvoir suivre ce genre de formation, de cours, que je suis prêt à les payer aussi, je suis prêt à payer ce genre de formation-là, et malheureusement, je ne trouve pas quelque chose d'adapté, ou alors
où je ne le trouve pas sur le marché. Et donc toi, tu es arrivé et tu as créé quelque chose qui répondait à ces besoins-là. Et donc, est-ce que tu as les programmes que tu as créés, donc aujourd'hui, comment tu les définis? Tu as plusieurs programmes, plusieurs cours? Est-ce que tu crées quelque chose à chaque fois à la demande? Et du coup, ma question, en fait, c'est de savoir, est-ce que tu avais préparé plein de choses en avance et tu es arrivé en disant, voilà le menu, voilà tout ce que je peux vous proposer? Comment tu t'étais organisé pour attaquer le marché? Ouais. Alors aujourd'hui, on a deux volets, on a le B2B et B2C. Concrètement, notre revenu à 95%, c'est le B2B. Oui, j'imagine. Ce sont les entreprises, voilà. Alors, on a une grande partie, tout ce qui va être formation de staff. En général. Alors il y a l'hôtellerie, bien sûr. Par exemple, on a fait les majordomes du Ritz-Carlton à Sagna. On forme tout ce qui est les personnels dans les restaurants, les serveurs, mais pas que. On fait sur l'éloquence pour les avocats. J'ai déjà fait ça. On fait beaucoup les dress codes. D'accord. Les dress codes. Donc les sales. Énormément sur les sales. Donc on va alors pas tellement sur ce qu'ils doivent dire, mais comment le dire. On a une grosse partie en fait qui est relation client, interaction avec le client, engagement client. Voilà, ça c'est vraiment notre valeur ajoutée. Donc finalement on n'est jamais sur le hard d'un business. On ne va pas apprendre quelqu'un à vendre ses propres produits, mais on va leur apprendre comment le dire. On est plutôt sur la forme, sur le soft. Qui prend la décision dans la société? Est-ce que c'est du coup le directeur? Est-ce que c'est plutôt le département RH? Est-ce que c'est un manager d'une business unit qui justement se dit tu parlais de l'équipe de vente par exemple, mon équipe de vente, je pense qu'il pourrait s'améliorer. Qui est décisionnaire? Un peu tout ça, tu l'as mentionné. Alors ça va être soit le dirigeant, soit les ressources humaines. Souvent. Okay. Ou alors quand il y a les commerciaux, marketing, mais plutôt ça. Et par contre, ce qui va changer en fait, ce qui va être le point, le decision maker, ce qui va permettre de close le deal, c'est que je vais avoir une personne en face pour qui c'est important, évidemment, mais quelqu'un qui en fait qui est déjà sensible, voilà, et qui a une approche qualitative. D'accord. Très souvent, quand je commençais, quand le marché n'existait pas, on me disait des choses, les Chinois qui n'avaient pas trop voyagé, très mainland, quand j'avais un décisionnaire de ce type-là, on me disait combien d'argent je vais faire de plus grâce à cette formation. Je ne peux pas le quantifier. C'est du qualif, ça ne se quantifie pas. Ou alors ce serait, et ça je me refuse à le faire, de dire moi je vous assure vous allez avoir 15%, j'ai déjà des gens qui non, ça je refuse à dire quelque chose que je ne peux pas prouver. Donc voilà, ce sont des gens pour lesquels c'est important de retenir leurs employés, qui ont un fort turnover, et en investissant dans leurs employés, ça va la permettre de les garder. Et c'est après des gens qui ont le souci du travail bien fait. Aussi simple que ça. Alors c'est sûr que si tu touches au monde de l'hospitality et du luxe, qui je pense sont certainement une grosse partie de tes clients aujourd'hui, alors pour eux c'est évident, c'est que forcément les employés doivent représenter la marque, doivent représenter et se mettre aussi au niveau autant que possible avec les clients qui viennent les voir, même si c'est très difficile, parce qu'on sait très bien que les employés dans ces industries-là font pas du tout partie du même milieu social que leurs clients, et pourtant il faut réussir à se comporter correctement, à se tenir bien, parler correctement. On est d'accord que, juste pour être clair, que l'ensemble de tes étudiants, on va dire, sont chinois? Alors oui, une écrasante majorité. J'ai des étrangers parfois qui sont dans les formations d'entreprise. Oui, ça arrive. Oui. Ok. Et alors, pour revenir à la question, parce que du coup, j'ai un peu dérivé, est-ce que tu as des programmes tout faits? Alors j'imagine que maintenant il y a des choses qui reviennent, mais au démarrage, comment tu as fait? Tu as créé quelque chose selon un besoin précis ou... Alors, c'est là la magie de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on identifie des choses au départ, puis la réalité du terrain fait que ce n'est pas forcément le cas. Donc aujourd'hui, dans mon étude de marché, j'avais identifié 3 axes. À savoir tout ce qui allait être la table, l'art de la table, se comporter à table en général. En deuxièmement, l'entreprise, se vêtir, l'éloquence, les business manners. Et en troisième, le vin. Oui pour la table, 100 fois oui. Oui pour business, l'entreprise. Clairement non pour le vin. D'accord. Alors les gens qui travaillent dans l'industrie du vin ne sont peut-être pas d'accord avec moi, mais je prends le risque de le dire. Moi je pense que les Chinois en général, n'aiment pas le vin en tant que tel,
ils vont en acheter pour la face, parce qu'il faut en avoir, oui, mais c'est pas encore développé au sens que ce soit un plaisir personnel, un vrai goût. On le voit dans les dîners d'affaires, tu en as fait certainement plein aussi, les dîners d'affaires à la chinoise, où en fait on va avoir le verre de thé pour se désaltérer, s'hydrater pendant le dîner, et le verre de vin qui est en fait ce moment social où on va trinquer, on va fêter quelque chose, c'est ça? Exactement. Voilà. Donc je reviens à ta question, est-ce que j'ai des programmes ou pas? Donc oui. Donc aujourd'hui, on a des programmes sur en fait plusieurs jours ou un jour. On fait, si c'est à Shanghai, on fait la demi-journée. Sinon, c'est par journée. Et on a des programmes sur, par exemple, quand je fais les majordomes, c'est 5 jours. Les sales, on va les faire sur 3 jours. Tout ce qui est les personnels de front office, on va le faire sur 2 jours. Les restaurateurs sur 3 jours. Alors, en 1, il y a beaucoup, ce qui revient quand même souvent, c'est l'art de la table, se comporter à table, même pour les sales. Voilà. En 2, ça va être tout ce qui est l'entreprise. Donc, se comporter devant les clients, s'habiller. Grosse question sur les dress codes. Ça veut dire quoi? Les Chinois ont beaucoup de questions sur business formel, c'est quoi? Business casual, c'est quoi? Smart casual, c'est quoi? Casual, quand est-ce que je mets une cravate? Quand est-ce que j'en mets pas? Comment je choisis la couleur de mes chaussures? Est-ce que je l'assortis à ça? Une pochette, mais comment, pourquoi on met des pochettes? Quelle couleur de chemise? Ils n'ont pas les codes. Pour nous, alors pour occidentaux, je prétends pas que tout le monde a les codes dans le sens, c'est pas vrai. Mais les gens ont des notions. On a une base. Voilà, il y a une base et assez pour survivre, disons, dans l'environnement auquel on évolue. Ici, non. C'est en train de. Et on se rend compte pour les hommes, pour les femmes, c'est plus. C'est plus flexible. Pour les hommes, il y a quand même des codes assez stricts. Oui. C'est facile de faire un impair. Donc ça, l'éloquence. Et quelque chose donc oui, pour l'éloquence, on travaille en fait sur l'image. On va les enregistrer quand ils parlent et on analyse à l'écran. Donc on va analyser leur voix, comment ils posent et comment ils utilisent leur voix, ainsi que tout l'aspect visuel. Donc leurs expressions faciales, non-verbal. Voilà, les gestes, comment ils se déplacent, la manière dont ils se tiennent, la posture. Bien sûr. Et je garde le plus surprenant pour la fin, ce que l'étude de marché n'avait pas vu, c'est que un des cours que je vends le mieux, qui a le plus de succès, c'est la démarche. D'accord, donc de marcher. Marcher et plus généralement les gestes du quotidien, les gestes pratiques du quotidien, ce qui va être marcher, ouvrir une porte, ramasser des choses sur le sol, s'asseoir, être assis, voilà. Ça, rentrer dans un véhicule, monter des escaliers, tous ces gestes au quotidien dans lesquels on peut énormément changer l'image que l'on donne. Bien sûr. Voilà. Ça, c'est une ancienne mannequin elle finissait sa carrière à 26 ans, la pauvre. C'est dur. Voilà, qui m'avait donné l'idée quelques mois à mon arrivée. Elle m'avait dit moi j'aime beaucoup ce que tu fais. Je pourrais te proposer un cours, tu peux essayer de le proposer. Moi, je peux leur apprendre à marcher avec élégance et grâce. On teste. Et en carton. Les jeunes, les adultes, hommes, femmes, entreprises, particuliers, tout le monde aime ça. Et j'ai même la surprise des fois, par exemple, quand j'ai des grands hôtels, comme encore une fois le Ritz, qui me demandent de former leur manager. S'ils me demandent, cette fois-là, donc il y a quelques mois, 60 managers, vous voulez former sur quoi? L'éloquence, d'accord, make sense, et la démarche. Ah oui. Voilà. Très bien. Alors, donc ces gens-là, ensuite, on est d'accord que c'est une demande de l'employeur, souvent. Donc, dans l'hospitality, dans tout ce qui est hôtel, c'est clair, puisque les gens doivent se déplacer beaucoup. Les sociétés, en fait, vont vous acheter des programmes, et donc, c'est des programmes qui sont en plusieurs parties. Parfois, tu es capable de leur vendre, donc, comme tu disais, plusieurs choses. Mais j'ai vu quelque chose en préparant cette interview, que donc, tu le fais aussi beaucoup pour les enfants, maintenant. Tu as lancé des programmes pour les enfants. Et là, du coup, j'imagine que le client, c'est les parents, et les enfants, ils doivent se sentir comme des petites princesses, des petits princes, et ça, c'est plus du... tu vois, j'imagine par rapport à comment s'asseoir, comment marcher, se présenter ou quoi que ce soit, c'est presque de l'acting en fait, c'est comme du théâtre pour eux, j'imagine. Comment ça se passe avec les enfants? Ça se passe plutôt bien? Alors les enfants, effectivement, il y a le B2C, donc là c'est le parent qui va décider, mais j'ai beaucoup le B2B où ça va être plutôt des programmes CRM, où les entreprises veulent inviter typiquement c'est ce qui font beaucoup les enfants, c'est le real estate.
tous les immeubles de luxe, où pendant que moi je m'occupe des enfants, que je leur fais une classe, ils prennent les parents et leur font visiter les appartements qui sont à vendre. Donc très, très fréquemment, on a des sociétés qui font des événements pour enfants, surtout l'été, ou surtout en période de vacances scolaires, ce qui permet d'attirer les parents et pendant que les parents du coup ont du temps et ils peuvent vaquer à d'autres, voir les produits d'entreprise. Donc pour te répondre, oui. Alors les enfants sont toi qui as des enfants, je pense que tu le sais, ils ont une capacité d'apprendre qui est colossale. Ils aiment jouer, il faut que ce soit ludique. Et après oui, il y a le rêve, il y a acting, c'est vrai. D'ailleurs en chinois, quand je les appelle, je leur dis Xiaogongzhu, Xiaowangzi, donc littéralement petite princesse, petit prince. Et j'ai des tas de verbatim où j'ai des parents qui viennent, ma fille elle vous adore, vous l'avez appelée petite princesse, elle s'est sentie tellement bien, ça a été là, voilà. J'imagine. Voilà. Et même quand j'ai M6 qui est venu il y a 2 ans, qui m'ont suivi pendant quelques semaines. Et je me rappelle donc ils avaient assisté à des cours, et notamment pour les enfants, et ils avaient interviewé des parents à la fin. Et je me rappelle d'un verbatim d'une cliente qui dit, donc la question c'était pourquoi vous voulez que votre fille participe à ce cours. Oui, parce que je veux qu'elle apprenne à se comporter comme une princesse, parce que peut-être qu'un jour, elle pourra devenir une vraie princesse. Alors j'ai vu dans la communication que tu fais, et du coup ça va dans ce sens-là aussi, j'ai vu que tu récupères beaucoup des photos officielles, par exemple. On a eu récemment la visite du président Macron avec sa femme. On a eu Trump aussi et sa femme il y a quelques mois qui ont visité la Chine. Et donc j'ai vu que tu analyses beaucoup les photos, les démarches, et tu montres l'importance justement de comment s'asseoir pour une femme, de comment s'habiller. Je crois qu'il y avait une image avec la veste de Madame Brigitte Macron qui était rouge à la sortie de l'avion, et ce genre de choses. Donc ça c'est le genre de choses auxquelles toi tu es sensible, auxquelles peut-être les Européens ou les Occidentaux sont peut-être un peu plus sensibles justement sur ce genre d'impair. Tu penses pour les Chinois aujourd'hui que beaucoup ils sont très très loin de ça, qu'ils ne le voient pas du tout, et pour toi c'est culturel? Quelle est la différence en fait? Comment toi tu peux le voir, où nous on va être sensible à ce genre de choses, et peut-être que les Chinois un peu moins, ils sont peut-être un peu plus loin de ça? Bon, je pense qu'on est assez similaires là-dessus. Ce sont des codes de communication politique où je pense que le grand public, par exemple en France, n'est pas. Si on lui montre du doigt, il va le voir. Peut-être pas spontanément. Peut-être pas noté. Voilà. C'est pareil pour les Chinois, tout simplement. Et alors, quels seraient les codes de l'étiquette chinoise? Parce que là aujourd'hui on parle de la France, de l'Angleterre aussi. Je pense que c'est un peu les deux cultures qui lead un peu le monde de l'étiquette. Et à la chinoise, alors, ce serait très différent? Alors. L'esprit serait le même, mais la manière de le faire sera différente. D'accord. Ouais. Donc, on nous le demande de plus en plus, l'étiquette chinoise. J'ai même trouvé quelqu'un avec qui j'avais commencé à discuter pour faire un cours d'art de la table d'étiquette chinoise. Oui, donc ça c'est dans les cartons. Il n'y a plus qu'à lancer. Pas du tout, avec nous tous. Combien de fois, moi ça fait 12 ans que je suis en Chine, combien de fois tu te retrouves dans une situation, tu viens d'arriver en Chine, tu te retrouves dans une situation très importante, on va dire un milieu d'affaires, et tu ne sais pas finalement comment te tenir, à quel moment t'asseoir, où t'asseoir autour de la table. On sait qu'il y a des codes très importants en Chine. Les réunions, c'est une pièce de théâtre, souvent, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui pourraient être très intéressés pour ce genre de service aussi. C'est vrai, il faudrait qu'on le... Oui, alors on a beaucoup de choses à faire sur le reste, mais c'est quelque chose qu'aujourd'hui, vu que très souvent quand je fais des classes, les Chinois ont bien sûr à cœur de nous partager leur propre culture. Donc aujourd'hui, effectivement, on a collecté, on a de quoi faire une classe. Ouais. On a de quoi faire une classe sur plein de choses, sur les réunions, comme tu l'as mentionné, sur les codes de business, sur les plans de table. Sur les plans de table, ça j'avais même fait des recherches, c'est très sophistiqué. Bon, nous les nôtres sont sophistiqués aussi, ceux des Chinois le sont même peut-être plus encore. Il y a même des règles qui varient, alors sur les plans de table de réunion ou de dîner officiels, non officiels, et par province. D'accord. Par exemple, oui, la province du Shandong est par exemple célèbre dans toute la Chine pour avoir des règles très spécifiques sur les plans de table.
Donc très souvent quand je vais faire un cours là-dessus en entreprise, si j'ai quelqu'un du Shandong dans la pièce, je suis sûr qu'ils vont prendre la parole, ils vont dire alors nous, non, en Chine, nous, dans le Shandong, on va faire comme ça. Et les autres, ils vont commencer à débattre et là, il faut que je finisse par mettre le haut là parce que les autres vont lui dire non mais c'est n'importe quoi, il n'y a personne qui fait ça, il n'y a que vous là dans votre... Et puis il dit non, c'est très important. Voilà. Alors, on vient de toucher à plusieurs choses. Moi, il y a tout de suite quelque chose qui me saute aux yeux, c'est que tu es un vrai entrepreneur, c'est-à-dire que tu fais tout. Tu prépares les cours, beaucoup de cours, parce que vous êtes combien aujourd'hui dans votre équipe? Il y a une dizaine de personnes qui gravitent. Avec des des formateurs qui vont venir selon les programmes que tu as vendus. Donc toi, tu vas créer certains programmes, tu vas aussi donc délivrer certains de tes cours. Tu dois gérer un petit peu toute cette société. La partie la plus compliquée en fait dans tout ça, c'est aussi la partie commerciale. Comme je te disais, dans le comment, en fait, comment tu fais, pour moi, c'est avec ce temps passé en Chine, je me rends compte que c'est un milieu qui est très compliqué. Dès qu'on touche à une base de clientèle qui est, on va dire, quasiment à 100% chinoise dans ton cas, pour simplifier les choses, c'est très difficile. Aujourd'hui, tu n'es pas chinois, même si tu parles, j'imagine, très très bien chinois. Pas du tout. Même pas. Tu parles pas chinois. Si, je parle chinois, mais pas assez pour le Pas assez pour le faire. Voilà. D'accord. Et alors justement, comment tu fais? Comment tu trouves ces clients-là aujourd'hui? Est-ce que tu viens leur vendre quelque chose qui est à part? Souvent, ils ne savent même pas que ça existe, j'imagine. Tout à fait. Oui, c'est un marché qui est nouveau, qui n'existait pas il y a quelques années, comme on a dit. Donc l'offre doit créer sa demande, mais ça prend du temps, même si tout va très vite en Chine. Pour essayer de faire court, je pense que mon opinion, c'est que sur le luxe, si on n'est pas, on doit être en stratégie pull. Beaucoup plus que push. Sur le luxe, si on n'est pas capable de faire rêver, si on n'est pas capable d'être désirable, on ne pourra pas durer, on ne pourra pas marcher. Sur le luxe, que ce soit un produit tangible ou un service, à 50%, les gens vont acheter, quelque chose pour l'objet en lui-même. À 50%, ils vont l'acheter aussi pour le rêve, pour finalement la projection de leurs émotions qu'ils en ont dessus. Et c'est exactement ce pourquoi les gens achètent nos cours aussi. Pareil. À 50%, ils vont vouloir entraîner leur staff, ils vont vouloir faire un événement client. À 50%, ils veulent une image, ils veulent vivre une expérience particulière. Donc comment je me fais connaître? Mais c'était beaucoup de marketing. Marketing, ça c'est important. Ce qui a permis d'avoir un beau kick-off, ça a été quand même ma première collaboration avec le Portman Ritz-Carlton en 2015. On avait fait la Ritz Kids Academy. C'était tous les samedis. Donc voilà. C'est une bonne référence. Voilà, très clairement d'être associé à un nom comme ça a été une belle vitrine. Et puis après une chose en amenant une autre. Et ça continue, donc oui, ça a été le bouche à oreille, ça a été beaucoup de la prospection aussi. J'ai quand même fait du push, je suis allé au devant. Et voilà. Pour moi, c'est l'image. Bonne communication permanente. C'est ça. Je vois que tu es très présent, justement, tu as bien sûr un compte WeChat. J'ai même lu que tu en avais deux, je crois, au niveau des comptes officiels à un moment. Tu as Weibo que tu utilises aussi encore, LinkedIn que j'ai vu aussi, bien sûr. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est une bonne communication. Tu as eu la chance d'être sollicité. Alors aujourd'hui, c'est notre podcast, humble podcast, mais j'ai vu que tu parlais tout à l'heure d'M6, tu as réussi à apparaître dans plusieurs magazines aussi. CNN récemment. Tu as eu CNN, félicitations, à Global Times. Et en effet, pour moi, c'est évident, c'est que tu es en train d'aujourd'hui apporter une nouvelle solution à un marché qui en a besoin. C'est vrai que la Chine, on n'est plus dans une période où la Chine était assez renfermée sur elle-même et un peu autosuffisante. Il y a eu même une période, on va dire il y a 5 ans, je me rappelle, il y avait des livres il y avait un livre par exemple que j'avais lu qui s'appelait L'arrogance chinoise, et aujourd'hui on voit que, et t'en es la preuve avec ton académie, c'est qu'ils ont besoin de s'ouvrir, ils ont besoin de venir jouer sur une scène internationale, et c'est vrai que les gens voyagent de plus en plus, et ils ont besoin d'être capables de connecter avec le monde entier aujourd'hui. La plupart des clients que tu vas éduquer, est-ce qu'ils voyagent aussi beaucoup ? Oui, alors c'est un très bon point que tu amènes. Si je décris nos clients en B2C, alors une femme
En B2C, hein, pas en B2B. Hein. Le client idéal, voilà, c'est ça. C'est alors, une femme. Voilà, c'est une femme, Ouais. typique. Soit pour elle-même, soit pour ses enfants. Mais c'est elle qui prend la décision. Entre 20 et 55 ans, j'ai des jeunes. Il y a vraiment des jeunes, des 19, 20, 21 ans, des gens qui sont encore étudiantes, beaucoup. Elles vont avoir, donc si elles ne sont pas des jeunes comme ça, elles vont avoir des enfants, et en général, pas qu'un. Donc elles avaient assez de moyens. Voilà, exactement. Et surtout, ce qui va vraiment les différencier d'une autre personne qui sera aisée, c'est qu'elle aura voyagé. C'est qu'elle aura une appétence pour d'autres cultures qui est forte. Les gens que je vois dans nos cours sont des gens qui ont été... ils ont peut-être été à Paris, à Londres, à New York, et pas dans les charters, mais vraiment par eux-mêmes, par goût. Ils vont dans des restaurants étrangers par goût. D'accord. Pas tout le temps forcément, mais ils y vont. Et ils sont très fiers d'être chinois, attention, hein, ça change pas. Les Chinois sont très fiers. Voilà. Mais ils ont cette curiosité. Donc ça, c'est vraiment ce qui va les différencier des autres. Ouais. Je te rejoins assez par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, avec ces personnes qui disaient que aujourd'hui, à cette époque-là, en tout cas, les Chinois n'étaient pas prêts à la scène, à pouvoir s'adapter à une scène internationale. Et c'est vrai que, encore une fois, voilà, si tu voyages, tu veux essayer des nouveaux endroits, tu veux te frotter à une nouvelle culture, d'avoir les codes un petit peu en avant, je pense que ça te permet aussi de te rassurer, de te sentir un petit peu plus à ta place. Je pense que quand tu as tous ces codes de bienséance, en fait, j'imagine que ça te donne aussi beaucoup confiance en toi, justement pour aller pousser des portes que tu ne connais pas, pousser des portes inconnues. Et sûrement, c'est ce qu'ils viennent aussi chercher dans les cours. Qu'est-ce que tu vas faire après Shanghai ? Est-ce que justement aujourd'hui tu es sur quelque chose qui est très Chine, je pense que c'est quelque chose qui peut s'exporter assez facilement, mais toi, est-ce que tu as pensé à ce qui se passerait après Shanghai ? C'est une question très pertinente. Comme disait je ne sais plus qui, merci de me l'avoir posée. Alors écoute, oui, c'est justement très pertinent aujourd'hui, car on arrive un peu à un stade où je pense, alors chaque année on avait des croissances à 3 chiffres, on avait environ, chaque année je faisais 3 fois mon chiffre dans l'année dernière, 2017 n'a pas échappé, c'était des croissances de début en fait finalement. Oui, je pense que là sur 2018 on va arriver un peu sur disons on va dire la vitesse de croisière, au sens où voilà, on est sur beaucoup de réseaux sociaux, donc ça a une vitrine, on a beaucoup de comptes clients qui sont fidèles aujourd'hui. Donc la question c'est what's next ? Oui. Voilà. Et il y a plusieurs, alors il y a des problématiques qui est que globalement, comme je dis, ils achètent une image, donc ils achètent quand même beaucoup, que ce soit moi. J'ai d'autres professeurs, mais c'est quand même moi la vitrine de cette boîte. Et mon temps n'est pas extensible indéfiniment. Donc la question c'est comment en fait croître, bien sûr, comment croître raisonnablement. Donc il y a plusieurs options. J'ai plusieurs options. J'ai bien sûr l'option où je pense qu'on va le faire, d'avoir embauché d'autres gens, d'autres formateurs, évidemment. Il y a ce qu'on est en train de faire, c'est me pousser de plus en plus en un peu KOL. Donc les réseaux sociaux sont là pour ça, donc ça prend du temps. Et après, il y a, je pense, à terme, lancer des business un peu connexes à l'étiquette. Donc là c'est en réflexion. J'ai notamment une ou deux chinoises en fait qui sont intéressées pour être investisseuses et ont réfléchi à lancer d'autres produits dérivés. D'accord. Notamment dans les ça aurait du sens. Voilà, des choses qui sont un peu connectées, qui sont un peu luxe, par exemple les soies, les accessoires. La soie, l'accessoire c'est le premier achat de luxe qu'on fait. Combien d'amis avons-nous qui ont des sacs Chanel? Un peu, peut-être pas. Combien il y en a qui ont un foulard Dior ou un rouge à lèvres Voilà, peut-être plus, exactement. Donc ça va peut-être s'orienter là-dessus, mais c'est encore au stade de réflexion. Voilà. Pour qu'après, finalement, l'idée de long terme, ce serait d'avoir une sorte d'académie qui fasse donc quelque part l'activité nourricière, soit effectivement les trainings en formation, et avec des produits dérivés. Et avec une figure, bien sûr, qui puisse tirer le tout en haut et que ce soit exportable et que ce format-là, après, puisse être exportable dans notre pays. Sur d'autres marchés voilà. qui auraient les mêmes besoins. Exactement. Déjà rien qu'en Chine, parce que finalement, aujourd'hui, tu donnes beaucoup de cours à Shanghai, parce que c'est là où tu es basé. Et je pense que tes clients t'emmènent sur Pékin ou ailleurs. Oui. Quand tu arrives à rentrer dans une chaîne d'hospitality, comme tu disais tout à l'heure,
Ils vont peut-être aussi t'emmener sur d'autres locations, d'autres endroits. Ça c'est pareil, comme tu dis, toi tu peux pas te multiplier. Et du coup, finalement, dans cette croissance et tout ce que tu as fait depuis le début, quelles ont été les plus grosses difficultés? Qu'est-ce qui pour toi aujourd'hui encore, tu te dis, ça c'est la partie difficile, quoi. Bonne question. Non, ça a été de commencer. De démarrer. Ouais, c'est de commencer, bien sûr. C'est commencer qui est difficile, c'est de comprendre son marché, de comprendre ce que le client va aimer, et qui va le faire acheter, bien sûr. Une fois qu'on l'a compris, une fois que les mécaniques sont comprises, il n'y a plus qu'à, mais c'est... oui. Ici, tu te frottes beaucoup aussi quand même à la communauté entrepreneuriale française à Shanghai. Pour toi, aujourd'hui, elle ressemble à quoi, cette communauté entrepreneuriale shanghaïenne? Comment tu pourrais la définir pour les gens qui ne la connaissent pas, justement? Qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur à Shanghai? Alors, petit message à ceux qui nous écoutent et qui souhaitent peut-être se lancer. À Shanghai, vous avez une communauté d'entrepreneurs qui est très solidaire. Moi, en tout cas, qui m'ont tiré de mauvaises passes ou qui m'ont répondu à des questions difficiles plus d'une fois. Donc, vous allez avoir un terreau d'accueil très favorable. Pour moi, tous ces entrepreneurs, ce sont des gens merveilleux, je trouve, car ils ont eu le culot et l'audace de se lancer dans un pays qui est, faut le dire, qui est difficile, qui ne nous est pas familier, avec une belle ambition, de belles énergies et allez, je vais oser le dire, je trouve que ce sont des belles forces vives de la France qu'on a ici. Ouais. Ce que je dis assez souvent, c'est qu'on est ici à jouer à un jeu, le jeu du business, le jeu des affaires. Bien sûr, on est tous là pour essayer de gagner ce jeu-là, d'accord? On n'est pas là pour le climat, clairement pas à Shanghai. Donc on est tous là pour gagner ce jeu-là, mais j'ai aussi l'impression qu'on découvre les règles du jeu finalement au jour le jour, petit à petit, parce qu'on n'a pas accès à l'information. Et elle change, les règles en plus. Et puis alors elle change régulièrement. Alors c'est vrai que toi-même tu opères un groupe WeChat où tu as quand même un grand nombre de personnes qui peuvent poser des questions, échanger des informations. C'est souvent des questions qui sont liées à l'entrepreneuriat, c'est des problématiques comptables, fiscales, des nouvelles lois, des nouvelles règles d'immigration. Et c'est vrai que je te rejoins là-dessus, je suis assez d'accord. Et j'espère que c'est la même chose dans toutes les communautés, et pas que la communauté française, mais en tout cas, il y a vraiment une vraie entraide, en fait, un vrai support. Donc ça, c'est les points assez intéressants à Shanghai. Est-ce que tu as une expression ou quelque chose que tu répètes sans cesse, en fait? Comme je te disais à l'instant, moi je te dis, tu vois, la règle du jeu. Est-ce que tu as quelque chose que tu dis, premier conseil d'entrepreneur, que tu répètes sans cesse? Oser. Oui. Oser. Ouais. Faut pas avoir peur, je pense. Non, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut sauter et on trouve des parachutes en vol. Est-ce que tu as eu peur, toi, à un moment, au début? Bien sûr, bien sûr. Mais j'ai jamais regretté. Ouais. Même dans les moments, il y en a, dans les moments un peu plus bas, jamais je ne me suis dit, t'as fait une bêtise. Tu n'aurais pas dû venir. Tu aurais dû rester à Paris et continuer là, ton prochain CDI. Jamais. Jamais. Donc pas de retour en arrière. Aucun. Eh ben parfait, Guillaume, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup de ton temps et de toutes ces réponses. Si aujourd'hui les gens veulent rentrer en contact avec toi, quelle est la meilleure manière de suivre ce que tu fais? Ils peuvent te demander mon contact, bien sûr. Sinon, on a un site, on a www.hackdebernadac.com, donc académie en cours hackdebernadac.fr. On a un compte officiel WeChat, en cherchant Académie de Bernadac, on le trouve aussi. Que je mettrai dans l'article. Voilà, donc la QR code, et on a un email info@hackdebernadac.fr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Grégory, merci d'être venu.
Et bien voilà, un nouvel épisode de Backstage qui s'achève. J'espère que si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que celui-ci vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à me laisser plein de petits likes et des commentaires sur les plateformes podcast de votre choix, que ce soit sur iTunes, SoundCloud, Stitcher pour Android, ou encore le mieux, c'est bien sûr de me suivre sur Facebook à nextstephub.fr ou encore sur le site internet nextstephub.com/fr où vous retrouverez tous les épisodes, mais aussi plein d'autres articles et d'autres profils écrits d'entrepreneurs ici en Chine et ailleurs en Asie. Dans l'attente du prochain épisode qui aura lieu dès mercredi prochain, puisque c'est maintenant rendez-vous tous les mercredis, je vous dis à bientôt et puis merci.